Bonjour à tous, bienvenue dans Face à Face. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une discipline encore méconnue en Europe et pourtant très populaire au Brésil, au Japon ou même aux États-Unis. Il s'agit du jiu-jitsu brésilien. Pour vous en parler, je vous ai choisi une grande championne, Laurence Cousin-Fouillat. Vous allez voir, c'est la seule européenne à avoir obtenu un titre mondial, tous sexes confondus. Mais avant d'aller plus loin, peut-être pourriez-vous visionner ce petit historique sur le jiu-jitsu brésilien. Avant d'être brésilien, le jiu-jitsu est avant tout japonais. C'est grâce à Mitsuyo Maeda que la discipline a changé de continent. En 1897, Mitsuyo Maeda est un talentueux disciple de Jigoro Kano, le fondateur du judo au Japon. Il s'entraîne au Kodokan à une époque où le judo est encore appelé Jujitsu. De nombreux disciples de Jigoro Kano sont envoyés à travers le monde afin de répandre l'enseignement de cet art martial. Parmi eux, Mitsuyo Maeda. En 1904, le japonais s'exile, d'abord aux États-Unis, puis au Brésil. Au cours de ses séjours en Amérique latine, Mitsuyo Maeda participe à des combats de lutte libre pour montrer la supériorité de sa discipline, le jiu-jitsu japonais. Le combattant se forge une solide réputation et se fait vite surnommer Konde Koma, c'est-à-dire le comte des combats. Mitsuyo Maeda finit même par établir la première colonie japonaise en 1920 à Belém, au Brésil. C'est dans ce contexte qu'il rencontre un certain Gastão Gracie, un homme d'affaires écossais influent qui usera de son poids politique pour aider le japonais. Ainsi, en remerciement, Mitsuyo Maeda proposa à son nouvel ami Gastão d'enseigner l'art du combat à son fils, Carlos Gracie. De cette simple proposition, c'est la destinée de toute une famille qui va se voir basculer. Après sa formation, le jeune Carlos Gracie enseigne le jiu-jitsu à 3 autres de ses frères durant 4 ans. Devenu leader du clan, Carlos modifie les techniques apprises afin de les perfectionner et les adapter au combat libre. Porté à son sommet par le clan Gracie, la discipline devient officiellement le jiu-jitsu brésilien. Aujourd'hui, le jiu-jitsu brésilien est l'art martial le plus diffusé au Brésil. Il a largement supplanté le judo, la capoeira et tous les autres arts de combat. En France, le JJB est introduit par Rickson Gracie en 1995 grâce à l'organisation de plusieurs séminaires. L'engouement est important, plus de 400 combattants font le déplacement pour rencontrer l'icône brésilienne. C'est dans ces circonstances que le premier club émerge au Cercle Tissier à Vincennes. Dès lors, de nombreux Français partiront au Brésil pour perfectionner leur art et se mesurer aux pionniers. En 1996, une escouade française se rend pour la première fois au championnat du monde de JJB organisé au Brésil. Nous sommes ici au Toulouse Fighting Club. C'est ici que s'entraîne Laurence Cousin-Fouillat. Vous allez voir, c'est la seule femme à avoir obtenu une ceinture noire en Europe. Je vous laisse la découvrir en action. Les accroches derrière, casse et prends. Si tu n'arrives pas à la casser, c'est le buste qui doit rester fort. Le coude près du corps, ouais, ou près du genou. La finalité du JB, c'est soumettre la personne par tout ce qui est étranglement, tout ce qui est clé articulaire. Il y a des clés autorisées ou pas selon le niveau de ceinture, les grades, le niveau d'expérience. Il y a des catégories de poids, ainsi de suite, comme tous les sports. Après, si on n'arrive pas à la soumission, vu qu'il y a un temps pour les compétitions et compagnie, on va aller sur un travail de positionnement où on marque des points selon les contrôles. L'engouement, je pense que c'est normal par le fait que ce soit déjà un nouveau sport. Il y a des sports qui ça fait 20 ans ils sont pratiqués, donc quelque chose de nouveau, ça attire. Après, plus précisément, je pense que l'engouement vient par le fait qu'on retrouve des gestuels, un plaisir, le côté ludique de rouler au sol qu'on pourrait avoir entre guillemets en étant enfant, faire du roulé-boulet. Les points forts de Laurence, détermination. On se rend compte que les filles sont en général peut-être plus battantes que les garçons. Et cette qualité-là, Laurence l'a énormément. Après, sérieuse, rigoureuse, à l'heure. Après, ses qualités pour être au niveau mondial, elle les a. Et elle se bat jusqu'à la dernière seconde. Elle est prête à affronter des filles plus lourdes. Et la dernière compétition, elle a prouvé. Ça a été un très beau combat. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci de nous recevoir. Laurence, cette histoire du JJB, elle commence comment pour toi? Elle commence dans mon petit club d'aïkido avec un professeur qui était ouvert sur une multitude de disciplines de sport de combat.
et qui nous a fait venir son voisin qui pratiquait du jiu-jitsu brésilien. Laurence, tu as fait tes armes au cercle Tissier à 19 ans. Tu étais la seule femme. Est-ce que c'est quelque chose de difficile d'arriver dans une salle où il n'y a que des hommes? Au début, ça a été pas très simple, mais finalement, je me suis facilement adaptée au milieu masculin. Parce que déjà, moi, quand j'en pratiquais avec mon club d'aïkido, il y avait en majorité que des garçons. Donc c'est vrai, quand je suis arrivée au cercle Tissier, on va dire que c'est plus le nombre qui a été impressionnant pour moi, plus que de travailler avec des garçons. Quand a eu lieu ton déclic? À quel moment tu t'es dit j'ai envie d'aller plus loin dans la pratique et faire de la compétition? C'est quand la personne qui est venue dans mon club d'aïkido, donc qui nous a fait découvrir la discipline, il s'appelait David Rivière, et en fait il m'a dit oh, je pense que tu pourrais être pas mal en compétition. Je pense que là il y a eu ce déclic de ah ben j'ai envie de me tester à la compétition, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir ce que ça donne. Et je me rappelle de ce souvenir de ma compétition où finalement moi j'avais un souvenir petite avec la gymnastique où la compétition ne me plaisait pas. Et je suis arrivée dans cette compétition-là, j'étais au bord sur un banc, j'étais à 3 mètres du tatami et je me suis dit est-ce que je vais me rappeler du jiu-jitsu brésilien, est-ce que je vais me rappeler des mouvements que je dois faire pour pouvoir essayer de m'en sortir et puis essayer de gagner tous les combats que je vais devoir faire. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Et au final, je gagnais ma première compétition, je gagne en finale sur une clé de bras, sur une soumission, et j'en garde un très bon souvenir. 2005, c'est une année clé dans ta carrière, tu peux nous expliquer pourquoi? Alors l'année 2005, il y a eu, on va dire, 2 étapes. La première étape, c'est je repars pour une énième fois au Brésil pour aller combattre la Coupe du Monde et les Championnats du Monde. Donc je gagne la Coupe du Monde en ceinture marron et une semaine plus tard, je fais 3e au Championnat du Monde, donc en marron et noir réunis. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là? Quand on réussit à passer un palier comme ça, réussir à faire 3e avec les ceintures noires, c'est quand même une grosse performance. Ouais, on n'y pense pas sur le coup. On est content, on va dire, sur le coup de la performance. Maintenant, moi, je me rappelle de pas avoir dormi la veille de la compétition parce que j'étais extrêmement stressée. Et finalement, j'avais quand même cette hargne de monter sur le tapis. Donc c'est vrai, on en veut. Donc on est content d'arriver à obtenir ce résultat-là. Et je me rappelle très bien avoir ouvert, j'avais mis mes médailles, je me rappelle à l'hôtel, j'avais mis mes médailles dans un tiroir et en fait je l'ouvrais tous les jours et je regardais les médailles en me disant mais ouais je l'ai fait quoi. Tu as reçu cette ceinture noire de Flavio Bering. Pour les gens qui ne connaissent pas ce monsieur, qui est-il et que représente-t-il dans le milieu? Alors Flavio Bering, c'est un des plus hauts gradés dans la discipline. Aujourd'hui, il doit être 9e degré. C'était l'un des premiers élèves de Helio Gracie, qui lui-même est le fondateur du jiu-jitsu brésilien. Donc c'est une personne qui serait reconnue au Brésil de par son niveau. On se sent fier d'être la première femme en Europe à recevoir une ceinture noire? Oui, on se sent fier et surtout on espère qu'il y en aura d'autres derrière pas pour être seul quoi et pour en avoir d'autres pour que la discipline soit tirée vers le haut. 2007, c'est la consécration pour toi. Tu obtiens ton premier titre de championne du monde et tu es donc la première européenne, tous sexes confondus, à l'obtenir, ce titre. Qu'est-ce qui s'est passé? 2007, c'est une année un petit peu particulière pour moi. Je change de club en cours d'année pour rejoindre le Sankuno, le NCU, parce que j'ai encore besoin d'évoluer, j'ai envie de progresser encore plus. J'ai pas atteint au final mon but ultime qui était de gagner ce titre de championne du monde, puisque je m'étais arrêtée à la 3e place en 2005, sachant qu'en 2006, je n'y suis pas allée. Et au final, c'est une année où je m'y attendais pas. Et j'arrive à me transcender sur le tapis, surtout parce que en fait, il y a une Brésilienne que j'espérais rencontrer depuis très longtemps. Je la prends en demi-finale et je crois que ça a été le déclic. C'est-à-dire que ça faisait 5 ans, on va dire, que je lui courais après pour pouvoir à nouveau la affronter. Et c'est vrai que je l'ai un peu étouffée techniquement pour pouvoir la battre en demi-finale. Et ensuite, il y avait la finale qui était le lendemain. Alors je me blesse entre les deux. Donc je combats en finale avec un genou complètement blessé. Je prends la japonaise qui était vainqueur de la DCC, donc c'est le plus gros tournoi en grappling au monde. Elle l'a gagné quelques mois juste avant. Et en fait, je la prends en finale et elle est spécialisée clé de genou. Et j'ai mal au genou. Je me dis que ça va être très compliqué et je me fais strapper le genou par un judoka, Samuel Jude. Et en fait, j'arrive à, on va dire, faire la grimace pendant 10 minutes pour pouvoir accrocher le titre de championne du monde. C'est un combat qui est pas très joli à regarder. Mais au final, j'ai le minimum de score qu'il faut, c'est-à-dire gagner d'un avantage pour pouvoir obtenir cette consécration. Tu as tout obtenu, d'un titre de championne du monde. En 2010, tu as craqué, tu as laissé tomber ta place pour les World Combat Games. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2008, j'ai un problème de dos qui se déclenche. Et mon corps m'a dit que peut-être j'avais besoin de m'arrêter et de faire un break. Je pense que ça a joué mentalement.
Je pense que j'en avais trop fait en termes de compétition. J'avais vraiment beaucoup voyagé pendant pratiquement plus de 10 ans. Et en fait, je participe à l'époque au championnat du monde avec la FILA. Je qualifie la place française et je devais donc partir au Sport Accord Game à Beijing. Et en fait, mon mental a craqué et a été plus fort que tout le reste. Et donc j'ai cédé ma place à Océane Talvar qui est allé à ma place. Qu'est-ce qu'on ressent quand on perd son titre de championne du monde pour la première fois, qu'on est blessé et qu'on a finalement l'impression que le destin s'acharne contre toi? C'est dur parce que au final, on a donné toute sa vie parce que c'est quand même beaucoup de sacrifices, beaucoup de contraintes à s'entraîner tout le temps, à, on va dire, délaisser un peu ses amis, sa famille. Mentalement, c'est difficile et on essaie de trouver une solution avec un chemin parallèle. Et c'est vrai que moi, l'enseignement, c'était quelque chose qui me plaisait énormément. Donc forcément, chaque parcours a son lot de joie et de souffrance. Quel a été, toi, ton pire souvenir? C'était la perte du titre mondial ou c'était autre chose? Ça a été en 2002 où je perds sur un petit tournoi au Brésil, mais je subis une triche monstrueuse de la part de l'arbitre qui déclenche le combat alors que le combat avait déjà commencé. Mon adversaire bloque complètement le combat, elle ne se fait pas sanctionner. Et au final, il y a 0-0 sur le tableau d'affichage et il la donne vainqueur alors qu'elle n'a rien fait dans le combat. Et à contrario, ton plus beau souvenir? Je crois que c'est ma demi-finale des championnats du monde, avant la finale où je gagne contre Laetitia Ribeiro, qui est, on va dire, une cador dans ma catégorie que tout le monde connaît, qui a été multiples fois championne du monde. Et en fait, je sors la championne du monde en titre. Donc aujourd'hui, tu as quitté la capitale pour Toulouse, tu es devenu entraîneur. Qu'en est-il de ton parcours sportif? Alors j'entraîne toute l'année 2012 et 2013 avec mes élèves et je reprends tout ce qui est préparation physique et entraînement pour moi en 2013 et je me relance dans la compétition donc cette année-là pour me faire plaisir et pour créer on va dire un dynamisme dans le club. J'ai créé un groupe qui fonctionne très bien et qui permet un petit peu de tirer les élèves vers la compétition. Est-ce que tu as des objectifs maintenant pour ce nouveau Roland dans ta carrière? Alors l'objectif, il est beaucoup pour mes élèves, qu'ils se fassent plaisir en compétition et à l'entraînement. Et j'ai envie de me faire plaisir aussi en compétition. Donc c'est vrai que là, j'y prends goût de reprendre quelques compétitions là, depuis octobre 2013. Et j'ai terminé championne d'Europe en 2014. Donc c'était la première fois que je participais aux Europes à Lisbonne. Mais le plaisir, tout à l'heure, tu me disais que tu avais envie de performer à nouveau parce que c'est là qu'on ressentait du plaisir. Là, le plaisir, tu le ressentirais à travers quoi, par exemple? Quel type de performance? La performance de mes élèves. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Ça peut me faire vibrer, ça peut même me faire pleurer. Merci Laurence. Merci de communiquer autant de passion autour de ton sport. Je te propose qu'on passe de la théorie à la pratique. Allez. Et que tu deviennes ma coach aujourd'hui. C'est parti. Allez, on y va. Laurence, nous y voici. Donc, ceinture blanche, évidemment. Est-ce que tu peux commencer par nous détailler ce dont on a besoin pour débuter le JJB? Simple, un kimono, une ceinture. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, le kimono? Le kimono est un peu plus cintré, un peu plus près du corps, et une veste, la jupe est un peu plus courte, parce qu'on passe notre temps au sol, donc la gravité joue pas avec nous, le kimono n'est pas toujours attiré vers le bas, et donc du coup on frotte sur le sol, donc on a intérêt à avoir un kimono qui est un peu plus près du corps pour éviter que ça bouge trop. En combat, en JJB, on a plusieurs reprises, on n'a qu'une reprise, comment ça marche? Qu'une seule reprise, il n'y a que l'arbitre qui nous arrête si on sort de l'aire de combat. Ça va de 5 à 10 minutes. 5 minutes pour les ceintures blanches et ensuite on monte crescendo jusqu'à 10 minutes pour les ceintures noires. D'accord, et de quelle manière on peut gagner un combat en jiu-jitsu? On a deux possibilités, soit on arrive à soumettre son adversaire et il abandonne, ça c'est la première possibilité, et là on s'occupe plus du temps, c'est à partir du moment où ça tape, c'est terminé. La deuxième possibilité, c'est avoir un score plus élevé que son adversaire avec tout un système de position, de contrôle qui nous ramène des points. Et ensuite, quand le temps s'arrête, on regarde le score et celui qu'on a le plus, c'est celui qui gagne. Et donc les techniques qui rapportent le plus de points, ce sont lesquelles? Alors, on va dire que c'est des positions de contrôle qui peuvent te ramener jusqu'à 4 points en une seule fois. Bon, je te propose que tu m'inities à 3 techniques de JJB. Donc avant de commencer de te présenter les techniques, je vais te montrer en fait les positions de contrôle qui peuvent te rapporter un maximum de points. Et ensuite, je vais te présenter la garde qui est une position neutre et qui apporte tout un tas de travail à partir de là. Okay, donc première position, tu te mets sur le dos. Voilà, moi je suis sur le côté ici.
On appelle ça la position de la croix parce que nos corps forment une croix vue d'en haut. Donc ça, c'est une position de contrôle parce qu'on ne parle pas d'immobilisation. On contrôle son partenaire 3 secondes et ensuite on essaye toujours de rechercher la soumission puisque c'est le but du jiu-jitsu brésilien. Donc cette position elle rapporte 3 points. C'est l'une des premières positions. Donc la deuxième position, c'est la position ce qu'on appelle montée. On est vraiment à califourchon sur son partenaire. Je suis ici, je contrôle tes hanches parce que je suis vraiment assise sur toi. D'accord? Cette position elle rapporte 4 points. Donc c'est l'un des scores les plus forts que je peux marquer d'un seul coup. Dernière position, tu vas te mettre assise. Voilà. Ça c'est la position du dos. Le dos, c'est pas simplement je vois ton dos, c'est j'ai mis mes pieds en crochet. C'est ce qu'on appelle les crochets. Vraiment au niveau des hanches. Et donc là, je contrôle. C'est moi qui contrôle le mouvement. Et c'est moi qui vais pouvoir ensuite éventuellement soumettre à partir de là. D'accord? D'accord. Donc ça, c'est vraiment les 3 positions. Dominant-dominé. C'est moi qui domine à chaque fois. Toutes les positions dans lesquelles j'étais, c'est moi qui te domine. D'accord? Maintenant, je vais te montrer une position qui s'appelle la garde, qui, elle, par contre, est une position neutre, on va dire, puisqu'elle ne rapporte aucun point, ni pour toi, ni pour moi. Mais par contre, contrairement à tout ce qu'on peut penser, alors assieds-toi sur tes talons. Là, j'encercle tes hanches avec mes jambes. Contrairement à ce qu'on peut penser, si on ne connaît pas la discipline, on a tendance à penser que c'est la personne qui est au-dessus qui contrôle. Or, en fait, c'est moi. Parce que je contrôle tes hanches. C'est toujours une mobilité des hanches. D'accord. Et moi, je contrôle ton mouvement. Donc là, garde fermée. Si je décroise les jambes, garde ouverte. D'accord. Si je veux comparer les deux, bah, c'est très simple. Là, j'ai le verrou derrière. À partir du moment où j'ouvre, je suis dans une garde fermée, dans une garde ouverte. Là, on est encore dans une garde ouverte. Ici, je suis encore dans une garde ouverte. En fait, à partir du moment où tu es dans la surface qui est délimitée par mes deux jambes, tu es dans une garde ouverte. Entre la garde fermée, la garde ouverte, la demi-garde, c'est simplement avoir une jambe entre mes deux jambes. Et elle est crochetée, celle-ci? Pas forcément. Ça peut être une situation où je suis ici. J'ai pas forcément accroché, c'est juste que voilà, entre mes deux jambes, il y a une de tes jambes. Ça, c'est la demi-garde. Après, il y a une dernière catégorie qui s'appelle les actions, qui peuvent te faire marquer des points. On commence un combat debout. Donc tout ce qui est amené au sol, que ce soit type lutte ou type judo, tu vas marquer des points. Quelle que soit l'arrivée de ton partenaire, tu vas marquer 2 points. Ça, c'est une action. Tu as une deuxième possibilité en termes d'action, c'est ce qu'on appelle les renversements. Et là, je vais t'en présenter un. On va commencer à partir de la garde. Donc, technique numéro 1, je vais venir saisir ta manche, ton col, ok, du même côté. Là, je vais décroiser mes jambes pour pouvoir prendre appui au sol et faire ma langouste, sortir mes hanches, rentrer le genou au niveau de tes hanches, de telle sorte que mon tibia est vraiment parallèle à tes hanches. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir déstabiliser ta base. Donc là, je vais descendre mon pied, ce qui fait que là, je vais pouvoir faire un mouvement de ciseaux. Le problème, c'est que là, tu es vachement solide sur tes appuis, puisque tu as mis tout ton poids sur tes hanches, okay, sur tes jambes. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est avec ma saisie au niveau de ton col et de ta manche, je vais venir tirer. Ce qui fait qu'en fait, tu vas déplacer ton poids de corps vers moi. Donc ça veut dire que tout ton poids de corps, il sera plus au niveau de tes hanches. Si c'est plus au niveau de tes hanches, ça veut dire que pour moi, ça va être facile de faire ça. D'accord. Ah oui, effectivement. Okay. Et je termine le mouvement. J'arrive en position montée. Donc, on crée le déséquilibre pour mieux basculer. Voilà. Bon, bah, je vais essayer. Hein. Hop, tu fermes les jambes derrière. Okay. Donc là, on est en garde fermée. Ok. Ensuite, non, il faut d'abord que tu places tes mains. Ah, pardon. La manche et le col. La manche et le col. Ok. Mes jambes sont crochetées. Donc, je les croise. Je décroise. Je fais la langouste. Je fais passer le tibia. Ouais. Je descends ma jambe pour que ce soit plus droit. Et là, je vais tirer et en même temps, je vais faire le mouvement de ciseaux. Voilà. Et j'arrive et je suis le mouvement pour marquer un maximum de points. Super. Ok. Voilà. Donc, à vitesse réelle, on va le refaire. Hop. Ouais. Je rentre le genou. Parfait. Hop. Comme ça. Voilà. Bon, c'était un peu lent, mais ça marche bien. Mais t'as compris le principe de je tire pour enlever le poids. Et comme j'enlève le poids, je peux faucher parce que c'est beaucoup plus facile. Tout à fait. Bon, après, c'est une logique à avoir. Ça vient pas forcément tout de suite, mais non. J'ai à peu près compris. Voilà. Donc là, tu as utilisé une forme de corps pour pouvoir renverser et marquer un score. Super. Technique numéro 2. Technique numéro 2. Donc on est arrivé ici. Qu'est-ce que tu ferais pour te défendre? Je tourne, j'essaye de te renverser. Ah, et là, c'est l'erreur. Ah, j'ai fait l'erreur. Tu as essayé de te relever. On va dire qu'il y a une attitude classique du débutant. Et là, en fait, j'ai rangé mes pieds à l'intérieur. Tu vois mes deux pieds? Ouais, je les vois. Donc là, ils sont crochetés. Et bien là, c'est la même situation du dos qu'on a vu tout à l'heure dans les positions dominant-dominé. J'ai marqué mon score, donc j'ai marqué 4 points en plus. Donc là, au tableau, c'est 6 plus 4, on est à 10. Et là, je vais en profiter pour pouvoir te soumettre.
Ok, donc j'ai une main qui va passer au niveau du col et la deuxième qui va passer sous l'aisselle. La main qui est sous l'aisselle, elle va venir tendre le col pour pouvoir monter ma main et je l'utilise comme un rail. Hop. Et la deuxième main qui était au niveau sous l'aisselle va venir chercher le deuxième pan du kimono. Et là, je vais tendre les bras. Ok. Ok, donc ça, c'est un étranglement. Ça, c'est un étranglement. On est sur un étranglement plutôt sanguin. D'accord. Sanguin et respiratoire. D'accord. Un, je tends, je saisis de l'autre côté Ok. et je serre. Ok. Bon, je vais essayer de l'appliquer. Donc tu vas te mettre tout de suite sur le dos, parce qu'a priori tu vas pas faire l'erreur du débutant. Donc, que je sois assise ou que je sois à genoux, c'est exactement la même chose. D'accord. Donc, hop. Alors on décroise les pieds, ça c'est D'accord. une erreur. Ah. Croiser les pieds, ça peut être une solution pour moi de défense en te mettant une clé dessus. Ok, d'accord. Ok. Donc là, effectivement, je contrôle le mouvement. Ensuite, je passe une main ici. Voilà. Je tends le col. Et je viens chercher le col ici au plus haut. Ouais. De là, je chope l'autre col. Et je tire sur les deux. Ouais, c'est ça. C'était ça? Ouais. Ok. Donc je résume. Donc mes jambes sont crochetées, ma main passe en dessous, tire le col, la main passe au-dessus et prend le col au plus haut possible. Je chope l'autre col et là, voilà, j'ai fini. Super. Voilà. Donc technique numéro 3. Alors technique numéro 3, on va reprendre la même position de départ que la technique numéro 1, donc le travail de la garde. Et on va voir ce que l'on appelle, c'est le jujigatame. Donc le jujigatame, c'est une clé de bras. Surextension au niveau du coude, et la douleur arrive forcément à ce niveau-là. La première chose, je vais isoler le bras, donc je vais le saisir. Manche droite, main droite. Deuxième main, elle vient se placer au niveau, j'attrape la toile et je viens au-dessus du coude. Et je m'arrange pour que le coude, voilà, je viens simplement le poser au niveau de ma hanche. Et ce que je vais venir faire, c'est je vais venir décroiser mes jambes et je vais venir poser mon pied sur ta hanche à toi. Et là, je ce qu'on appelle ferme la fenêtre. Si je fais ça, en fait, tu as encore une possibilité de pouvoir partir. Donc là, en fait, je place mes verrous pour être sûr que tu puisses plus partir. Là, je t'ai fixé le bras, l'épaule. Là, étape numéro 3, je vais venir décaler mes hanches. Grâce à mon pied sur la hanche, là, je vais venir pivoter mon corps sur le côté. Mais tu as vu, c'est pas une langouste, je sors pas mes hanches. C'est juste mon dos qui vient se décaler sur le côté. Ça, c'est l'étape numéro 3. Étape numéro 4, j'enlève le pied de la hanche. Je viens croiser le pied en passant au-dessus de ton épaule. Dernière étape, pour terminer, j'enlève la main qui est au niveau de ton coude. Je viens pousser la tête et je viens passer ma jambe au-dessus. D'accord. Et là, j'oriente le pouce vers le plafond et je vais venir lever mes hanches. D'accord. Et c'est pareil, on tape quand on a mal. D'accord. Donc là, D'accord. c'était une clé de bras. Voilà, jujigatame, clé de bras. Ok, donc je vais tenter cette technique moi aussi, qui m'a l'air bien complexe. Garde ouverte. Voilà, on ferme la garde. Je suis crocheté. Oui, Ok, là c'est parfait. Ok. Donc là, je saisis. On inverse. Ah pardon. Je manche. saisis la manche Le coude. et le coude. Je tire. Décroise. Ouais, je Je tire. décroise. mets Je le tire. Ah non, Manche. d'abord la hanche. Voilà. Voilà, on ferme la fenêtre. Voilà, on ferme la fenêtre. On décale son corps sur le côté. Oui. Et on lève sa jambe. Voilà. Sans dépasser l'épaule. Voilà, parfait. Ok. Maintenant, on vient croiser, croise. Parfait. Voilà. Et là, on vient pousser la tête sur la joue. Là, on pousse sur le côté. Voilà. On fait passer la jambe par-dessus. Hop, comme ça. Oh. Donc alors, attends, vitesse réelle, qu'est-ce que ça donnerait? Donc, on est croisé. Je place le pied. Voilà, je décale Je me mon corps. décale. Ça, c'est le plus important. Ok. Ok. Et là, tu peux ne pas croiser tes deux pieds et passer directement à l'étape suivante. D'accord. Hop. Ok, et là, hop, je me lève. Voilà. Ok, super. Eh ben, il y a beaucoup d'informations qui rentrent Oui, parce que entre techniques. c'est pas naturel, parce que là, tu es en train d'apprendre comment te déplacer au sol, alors que quand tu travailles sur un sport où tu es debout, déjà le déplacement, c'est naturel. Là, il faut travailler et ton déplacement qui n'est pas naturel, et ensuite tout l'aspect technique avec les saisies, et puis où est-ce que je place mes pieds, ça s'appelle la coordination. Ok, alors j'ai envie de me souhaiter bonne chance à moi parce que je vais devoir faire un petit combat face à toi et que je n'ai strictement rien retenu. Il y a trop d'informations, mais on y va, on n'a pas peur. Allez, Allez, hop. c'est parti. Alors en place, prête, combattez.
2 points. Stop. 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 Merci Laurence pour cette super initiation au JJB. Merci à toi d'être venu. Il faut un certain bagage, hein, on sent bien. Pour avoir une manière, pour pouvoir s'exprimer, il faut des clés. Et les clés, ça s'apprend avec la répétition sur le long terme. Je pense qu'une année, c'est pas trop mal pour commencer à prendre du plaisir, comme tu me le disais. On est très près du corps, il faut vraiment se faufiler, trouver les opportunités. On peut se retrouver au-dessus, en dessous, on passe son temps à rouler, il faut vraiment se repérer dans l'espace. Néanmoins, c'est une discipline qui demande beaucoup de stratégie, d'intelligence, beaucoup de réflexion, je me rends compte. Il y a énormément de connexions qui se sont créées en l'espace d'une séance. Donc c'est une vraie discipline intéressante. Vraiment, merci pour cette initiation. Quant à nous, on va se quitter sur ces images de soumission, comme d'habitude. On remercie évidemment la marque Venom pour son accompagnement, ses équipements. On remercie le Cercle Tissier pour sa préparation. Et puis, je vous souhaite à vous un bon entraînement. Gardez la forme et on se rejoint pour le prochain face-à-face. Allez, nous on y retourne ? On y retourne. Allez.